quelquefois des déterminations comme ça. J'avais reçu dans mon enfance un petit jeu d'imprimeur. Et j'aimais beaucoup ce jeu. Il faut dire que c'était une atmosphère extrêmement étrange. La première fois que je suis dans un atelier à Fontenay-aux-Roses, qui s'appelait l'atelier Régal, j'avais l'impression des machines du 19e siècle, une odeur pénétrante, un Balzac au milieu. Quand on faisait démarrer quelqu'un à l'impression en taille douce, chose que je découvrais totalement, il travaillait toute la journée. Le patron passait à la fin et puis mettait la poubelle à côté et jetait la production de toute la journée, ce qui était particulièrement difficile pour le moral, mais à la fin, il disait « Bon, ça va, t'as une main, on te garde. » Bon. Et j'entends ce mot, eau forte. Ah, je dis, c'est donc ça, l'eau forte. Petit à petit, on me confie les plaques de Salvador Dali et j'ai imprimé des pointes sèches de Salvador Dali, je pense quelques milliers. C'est pas une gravure, c'est une des voitures de mon grand-père. Bah, la gravure, c'est aussi tracer son sillon, hein, finalement. L'incision du métal, la pointe sèche qui rentre dans le cuivre. Le support qui m'a tout de suite fasciné, cette fameuse plaque de cuivre qu'on utilise depuis le XVe siècle. C'est Michel Serres qui m'a, en lisant un chapitre sur la peau, même si c'est devenu fort répandu, voire à la mode, la première forme de gravure humaine, c'est la scarification. Parce que c'est de la gravure sur corps. Le cuivre a cette capacité de, à peine effleuré avec une pointe, il va retenir la mémoire du trait, et en même temps, il a la sensibilité de la chaleur. C'est-à-dire qu'on on le manipule quelque temps, il prend la chaleur du corps, et il a un côté extrêmement sensible et humain qui m'a toujours fasciné, parce qu'il n'y a pas du tout l'acier ou le zinc ou d'autres types de... Alors le plastique, n'en parlons pas, il n'y a aucun retour physique de la chaleur ou de la sensibilité avec le plastique. Je dis ça parce que le plexiglas donne parfois des pointes sèches très belles, mais on ne peut rien faire d'autre que de la pointe sèche. On ne peut pas faire de morsure à l'acide ou ce genre de choses. Voilà. Bon, ça c'est ce rapport à la peau que je trouve que le cuivre a, qui est extraordinaire, de rapport de sensibilité et de rapport de chaleur humaine, quelque chose de cet ordre. Physique, enfin un rapport physique, voilà. Je veux dire, c'est un rapport physique. Ce qui fait qu'il y a plein d'artistes qui adorent ce rapport à la matière. Dans le numérique, on est complètement... on ne touche plus aucune matière, on est distancé totalement. On est dans une immatérialité absolue. Toutes les disciplines confondues. Toute ma jeunesse, j'ai peint, j'ai sculpté, j'ai dessiné, et puis je ne me suis pas senti
légitimité comme peintre ou comme dessinateur ou comme artiste. Par contre, je pensais que je pouvais avoir une légitimité comme interprète. J'ouvre mon premier atelier, rue Rambuteau, à 50 mètres du centre Pompidou. Ça a été aussi des grandes découvertes, des grandes expositions qui se faisaient à l'époque, les toutes premières, de Mondrian à Pollock, en passant par les derniers Picasso. Et puis j'ai rencontré à ce moment-là aussi beaucoup d'amis dans la musique. J'ai beaucoup fréquenté l'IRCAM, c'était juste à côté. Bien sûr, le Théâtre de la Ville, où l'ensemble intercontemporain avait ses quartiers, je dirais. Et puis il faut parler de Pierre Boulez. Boulez, ça a été pour moi déterminant dans la mesure où j'ai appris de lui que la rigueur de la technique ne nuisait jamais à l'art et à la qualité du résultat. Il s'intéressait d'abord à la qualité de la mise en place, à la qualité de chaque pupitre, de chaque instrument. Et avec ça, une fois qu'il était satisfait du résultat, et il était bon, après c'est plus à moi de juger. Ça, je trouve ça m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai pensé que j'avais un travail très modestement similaire à faire. Et c'est comme ça que je me suis très vite pensé comme interprète vis-à-vis des plasticiens, des artistes. Une pièce d'Albert Merz. En fait, ici, c'est des choses qu'on a pratiquées aussi. Il y a un veau d'acrylique. Donc chaque pièce est unique. C'est aussi ça qu'on s'est souvent permis. On fait que de la gravure, c'est certes, mais on n'hésite pas à de temps en temps employer des techniques dites mixtes. Voilà. Par exemple, ici, on a, pour créer une tension, collé une gravure sur une autre gravure. L'ombre, c'est pour ça qu'elle est vachement bien. Ça marche. Non, c'est pas ça. Oui, non. Oui, très bien. Parce que ça, il y a quand même un problème. L'imprimer quoi? Et de recoller sur une feuille sans cuvette. Mais Ah. ce que tu ne vois pas, c'est qu'on va faire un biseau là, tu vois. Oui. Donc on va plus voir ce truc noir. Alors là, c'est Oui, impeccable. ouais, mais Ah ouais. c'est méga prise de tête, non? Non, je sais pas. Non, c'est pas très compliqué. Ouais, on se fait chier quand même. Donc la cuvette, elle fait juste ça. Quelques... Oui, 4 mm de plus. Non? Moi, je suis pour la cuvette. Hein. Je suis pour la cuvette. Moi, je suis pour la cuvette aussi. Mais il faut qu'elle soit Mais régulière. ça, on va régler après, tu vois, parce que là, maintenant, régler ça. Mais après, on peut toujours couper la plaque pour qu'il y ait moins de cuvette. C'est ça le Plutôt que truc. de se faire chier. C'est À ça faire le une truc. plaque On va couper vierge. les plaques. Voilà. couper Il les faut plaques. recouper la plaque. Il faut couper au format du papier. Je dois, bien sûr, j'ai besoin de la rencontre avec l'œuvre, mais la rencontre avec l'œuvre ne suffit pas pour que les choses se mettent en route. Il faut aussi qu'il y ait une rencontre humaine. Et quand il y a les deux, ben voilà, c'est formidable. moduler. Oui, d'accord. Raymond Weidelich, c'est quelqu'un qui a vraiment constitué un style, quoi. Très peu imité, très peu copié. Il est resté à l'intérieur de l'atelier. C'est quelqu'un qui travaille, qui est à l'écoute, très concentré, qui ne lève pas le nez de son ouvrage, parce que chez lui c'est un ouvrage. La dernière séance était un bonheur pour tout le monde, parce que voilà, ce monsieur qui commence à prendre de la bouteille était dans une envie de travailler merveilleuse et
communicative. Donc, il y avait 5 personnes autour de lui. Une ruche, vraiment. Ça, cette intimité qui se crée, elle est pour moi au cœur de ce que j'ai tenté de faire. C'est-à-dire, on n'est pas là pour être vu. J'ai toujours essayé, tenté, mais je pense que ça n'a pas si mal fonctionné, Que ce soit impeccable. de mettre l'artiste que je recevais dans un confort d'esprit. J'ai tout fait pour faciliter le geste, pour faciliter le travail de la couleur, pour que les plasticiens aient vraiment une aisance. Il faut que nous, on anticipe ce travail en miroir qui est inhérent au procédé pour que l'artiste soit le moins gêné possible par le travail en miroir. En fait, on a une tête en miroir, mais ça pose aucun problème. On n'y pense même plus. Hein. C'est un peu comme quand on se regarde dans un miroir le matin. On ne pense pas que l'image est inversée. La technique au sucre, c'est justement ce rapport au plasticien, à l'artiste, qui n'est pas forcément graveur, mais qui est peintre. Le sucre, ça lui permet d'avoir son geste. Donc ça permet au plasticien de peindre en positif directement. Et là aussi, j'ai inventé mon propre mélange. Il n'y a plus de sucre, il n'y a plus d'angle de Chine, quasiment, un peu d'angle de Chine. Ce qui lui simplifie la vie considérablement. Et donc lui, il est à l'aise avec ça. La technique dite au sucre, apparaît à peu près à l'époque de Goya. Toutes les gravures de Goya sont faites avec cette technique-là, au forte aquatinte, qui est devenue la technique reine de l'atelier. C'est l'aquatinte qu'on pratique le plus. L'aquatinte étant une forme d'eau forte. En fait, il s'agit d'imprimer une première gravure qu'on appelle la planche mère, la matrice mère, et c'est cette matrice qu'on va imprimer, puis avec le papier report, imprimer sur un cuivre vierge. Et ces techniques-là sont assez pointues, et moi c'est ce que j'ai le plus amélioré, de manière à faciliter le travail de l'artiste. L'aquatinte se fait à partir d'une résine de colophane. C'est la même colophane que les instrumentistes à cordes mettent sur leur archer. D'intimité et il ne s'agit jamais d'avoir un regard obscène. Quand je parle de nudité, c'est parce que on est des très très rares au monde. C'est une affaire d'intimité. On voit le peintre ou la peintre peindre. C'est-à-dire que il fait son geste devant nous. En quelque sorte, il se déshabille devant nous. Et ça,
C'est très particulier, quoi. Donc il faut quand même un degré de confiance très très important, parce que c'est comme un écrivain, il a une pratique, et un peintre, la plupart du temps, une pratique totalement solitaire, totalement. La méfiance des artistes connus, voire moins connus, mais qui ont déjà une bonne expérience, est souvent très grande. Parce qu'ils se demandent ce qu'on veut leur faire faire. Et puis, une fois qu'ils sont venus ici, qu'ils ont travaillé avec nous, on peut dire c'est gagné. Ils reviennent. Mais, c'est comme un amour, il faut une première fois. Quand on sort une épreuve avec un artiste, la première épreuve, c'est toujours un grand moment d'émotion, la première. Premier tirage depuis 6 ans. Ah, tu vois les pâtes, elles sont bien? Excellent. Ah, Excellent. et tu sais que le point de vue graphique, c'est encore mieux qu'avant. C'est bien le bleu du poison. Regarde, et l'ombre. Tu sais ce que je pense? C'est bien. Attention. Ah. Elle gondole bien, toi? Ah. Good. Et ben parfois, elle est tout de suite bonne, mais parfois, je dis toujours, il y en a qui se débattent. C'est un peu comme à l'accouchement, il y a des accouchements faciles et d'autres pas du tout faciles. Mais c'est pas pour ça que à la fin, la pièce sera pas bonne. Mais quand c'est bon, il faut savoir dire c'est bon. Puis quand ça va pas, il faut aussi avoir dire non, on va encore corriger ça, améliorer ça, etc. Donc il y a une lucidité, une analyse à avoir sur le travail qu'on est en train de faire. Mais surtout, de notre point de vue d'interprète, on ne peut pas se mettre dans une position de faiblesse. Toi, tu ne dois pas te mettre dans la position d'avoir à dire à un artiste que son œuvre lui pose un problème. Voilà, des travaux de Jacques Clausel, avec il y a même du scotch collé pour faire les choses. Voilà, un travail quasiment uniquement à la pointe sèche. On voit très bien les traits de pointe sèche. La pointe sèche, ça laisse un côté velouté au trait, très particulier. Pointe sèche, ça fait des choses très fines, très incisives, et puis la pointe permet d'avoir des surfaces, des frontières, des passages, des densités, de jouer sur les plans, de jouer sur les masses de couleurs. Ça, je trouvais que c'était très intéressant. Dans son cas, Michel Cornu, on peut vraiment dire qu'il trace son sillon, quoi. Il creuse les plaques jusqu'à épuisement physique, mais aussi tellurique, géographique. Je pense que l'acte de graver, tu vois, graver, ça a un sens, c'est inscrire quelque part. C'est quelque chose qui reste acté. Une fois que c'est gravé, tu ne peux plus l'enlever. L'acte de graver, ça doit être réfléchi. Pas banaliser les choses. J'ai récemment vu des plaques chez lui qu'il a tellement profondément infusées à la pointe sèche qu'elles sont complètement déformées par l'échauffement du métal. C'est très très impressionnant. Jamais j'ai vu personne travailler des plaques comme ça. C'est toi qui vas l'avoir le premier. Allez, je vais mettre. Tu vois, elle est intrigante cette ligne au milieu. Je trouve qu'elle est vachement nécessaire. Puis c'est une ligne qui est rigide, qui est rectiligne, alors que tout le reste est libre. Tu vois, qui vient. À la limite, elle est là pour imposer de l'ordre, quoi. C'est pour ça, là, tu vois que c'est une gravure. Sinon, au premier abord, tu mets pas ça. Les gens qui ne connaissent rien. Bon,
tu vois quand même que c'est gravé à la main. Mais tu fais une aquatinte comme celle qu'on a fait Crémy, tu dirais des encres de Chine. Hein. Donc, comme il est du même, il vient chercher autre chose, il vient chercher l'aquatinte. Elle est très belle. J'ai hâte de voir la grande. Une séance de gravure a toujours une influence sur leur œuvre peinte après, parce que il y a un décortiquage de quoi sont faites les choses qui vraiment est très proche de l'analyse de style, et on dit pourquoi c'est fait, comment c'est fait, et forcément ça influence leur œuvre picturale après. Enfin forcément, c'est l'aboutissement de ce processus. La gravure ne doit jamais singer la peinture, elle a ses propres lois. La gravure, c'est quelque chose qui est une petite forme. C'est toujours ce rapport que je fais à la musique, c'est pas une grande symphonie, c'est pas un grand concerto du 19e. La gravure, c'est comme un quatuor à cordes qui demande beaucoup, mais qui peut offrir des possibilités totalement énormes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Même si c'est utile de le rappeler, mais enfin, je veux dire, de Schoengoer en passant par Rembrandt, Goya, Picasso, tous les plus grands artistes de l'histoire de l'art ont pratiqué la gravure avec bonheur et avec passion, que c'était quelque chose qui était tout à fait à part dans leur démarche. Grande révélation pour moi, notamment sur les techniques d'impression, parce que dans son fameux traité de 1645, Abraham Boss décrit les techniques d'impression exactement comme on les pratique aujourd'hui. C'est vraiment très très émouvant. Le monotype, c'est deux gars qui semblent créer la technique. Le principe du monotype, c'est qu'on travaille directement sur la plaque, sans la graver, et sur deux plaques, là en l'occurrence. Et de peindre dessus avec des encres, puis d'imprimer une épreuve. Mais comme il n'y a pas de gravure, on ne peut en faire qu'une seule. Il ne reste qu'une image fantôme. On est à la fois sur des surfaces comme ce que j'expliquais sur l'aquatinte, des rapports de passage, de frontières, de superposition, à la fois sur des choses graphiques, et en fait on est proche du geste du dessinateur ou du peintre, parce qu'on n'est pas en train de graver la matière, donc il n'y a pas la même résistance mécanique. Donc c'est une technique entre la peinture et la gravure. Et on a sophistiqué la chose beaucoup, avec jusqu'à 3 ou 4 passages. C'est devenu assez compliqué. On joue sur ce qui va être la première plaque, la deuxième plaque, ce qui va recouvrir, mais qui vient juste parfois porter un voile, c'est juste dessus, en fonction des transparences. Et une fois que le passage est fait, voilà, on n'a plus rien, tout est sur la feuille. Je ne veux pas mélanger une séance de gravure avec une séance de monotype, parce que c'est deux choses qui se dévorent l'une l'autre, et c'est pas bien. Ça ne fonctionne pas correctement.
Et le feutre encore. Voilà. Avec sa claque. Il faut le claquer parce que si tu ne le claques pas, tu risques d'avoir un pli et ça va faire une grosse surpression. Ça va abîmer le feutre et en plus de ça, ça fait une marque sur l'épreuve. Donc voilà, donc il faut bien tendre le feutre, voilà. Et justement, j'allais parler de Mitsu, que j'ai rencontré, c'est un jeune japonais qui était aux Beaux-Arts de Mulhouse, et le directeur des Beaux-Arts de l'époque, qui s'appelait Otto Teicher, qui avait encore ensuite dirigé l'AIR, avait organisé une grande exposition avec les éditeurs au musée des Beaux-Arts de Mulhouse, et j'avais le rez-de-chaussée, mais j'étais seul, et donc je demande à un étudiant pour m'aider, et on me présente Mitsu. C'est des règles. C'est toi qui viens la nuit pour vous aider. Les cheveux. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. C'est ça. C'est les souris. C'est les souris. C'est les souris. C'est pas Tori, c'est souris. Les souris qui dérèglent la presse. Je crois parce que c'est pas normal que celle-là ait été complètement déréglée aussi. Je comprends pas. Tout est déréglé ici. Immense. Et puis voilà, d'année en année, voilà, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est aussi un compagnon de route fondamental dans l'existence de l'atelier à Colmar. Lui, il comprend tout de suite les valeurs. Ce qui est intéressant là, c'est ce côté de ces aplats absolument extraordinaires. Je ne peux pas faire ça. Je trouve ça. Les équivalences plus claires, plus foncées, voilà. Moi, je ne suis pas assez peintre pour fabriquer des couleurs aussi subtiles que ça. Lui, c'est un vrai peintre. Bon, je sais plus maintenant le haut et le bas. Il faut que tu me redises où est le haut et le bas. Le haut est là, toujours. Toujours. C'est-à-dire que quand je travaille chez moi, tout est fait d'un seul geste. Là, il y a plusieurs passages et tout est à l'envers. Donc, voilà. Maestro. Mitsuo Shirashi. Toute la solitude et la gravité qu'il y a dans son œuvre. Souvent des pas arrivent de nulle part et ne vont nulle part. Ce sont des traces d'humanité, c'est les objets de l'humain, c'est les constructions dérisoires de l'humain. L'humain lui-même n'est jamais représenté. Une très grande majorité de peintres dont les regardeurs qualifient d'abstrait, en fait, ont toujours une base, une idée dans la tête, quelque chose devant eux. Ken fait toujours du paysage. Donc il n'y a pas de... Voilà, on peut y voir une abstraction, mais c'est des paysages. On appelle ça les crevés, enfin s'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup fait connaître par ça, c'est Alechinsky, qui a énormément utilisé cette technique. C'est-à-dire de faire une gravure au sucre, mais sans mettre de l'aquatinte. Donc ça fait un creux, un léger creux gris. Il n'y a pas de représentation, mais dans la mesure où je conçois en abstrait, voilà, toute la conception se fait par jeu de masse, par jeu d'écriture, par sensibilité, par espace, voilà. Alors on pourrait dire exactement la même chose de la figuration, sauf que le propos du travail n'est pas forcément en fait un propos qui va être narratif ou au sens large du terme. C'est marrant l'évolution entre, ça ne leur enlève pas de qualité, mais entre des choses très denses et puis ça a fini sur une chose très légère. Ce que je dis depuis longtemps aussi, par rapport à mon approche, c'est que quand je vois une œuvre,
général, peinture, sculpture. Que je dis ça me plaît beaucoup. Rien dans l'œuvre ne me donne des indications sur la vitesse d'exécution de l'artiste quand il est au travail chez nous. C'est peut-être un geste très lent, c'est peut-être une approche très lente, c'est peut-être une approche beaucoup plus rapide et beaucoup plus spontanée et vive. Une fois qu'on a commencé à appréhender la vitesse d'exécution, il y a des choses qui se déclenchent, on peut s'adapter, on peut... Voilà. C'est ces rapports d'intimité, quoi, avec le cœur de l'œuvre. Parce que le cœur de l'œuvre, c'est aussi des gestes. Succession de gestes. Combien de fois j'ai cru qu'un langage était gestuel, et il n'est pas du gestuel du tout, il est complètement raisonné, construit, pensé, tâche par tâche. Je pense à Titus Carmel, qui est tout sauf un gestuel, parce que l'œuvre pourrait éventuellement donner à penser. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est évidemment d'après le retable d'Isenheim, et il y a donc d'après la crucifixion, et donc il y a une première gravure, celle-ci, et après une deuxième en chine collée, qu'on a recollée à la colle de farine après impression. Donc Titus cherchait la transparence du papier, quoi. Alain Clément est beaucoup plus dans le geste. Alain, quand il travaille, il danse avec son pinceau. Et vraiment, il danse. La dernière série, d'ailleurs, il y a Terpsichore, Eros et Thanatos. Dans la danse macabre. Chaque atelier, sa manière d'imprimer, exactement comme on ne compare pas Poligny et Arao. Là. Chacun a sa main et sa manière de faire les images. Il y a un style Buccieri, c'est comme ça, et encore 20 ou 25 ans, ça me dit je le prenais pour un reproche, mais maintenant je ne le prends plus du tout pour un reproche, évidemment. Hein. Donc c'est vrai que parfois on me dit que ma ligne éditoriale, elle est dispersée, elle est foisonnante. Avant tout, ce que j'en tiens, c'est l'aventure humaine. Et c'est vraiment ces rencontres humaines extraordinaires entre un Alain Clément, entre un Titus Carmel, entre un Weidelich, des personnalités complètement différentes et tout enrichissantes, mais voilà, quand des approches à la fois plastiques et humaines absolument différentes. Certains étaient des grands professeurs de beaux-arts, d'autres n'ont pas du tout fait ça. C'est ça, c'est le... Je parlais de compagnon, ben voilà, c'est ça, c'est la route. J'ai toujours aussi les peintres utilisent, les plasticiens utilisent toujours les métaphores musicales pour s'exprimer, et les musiciens les métaphores picturales. C'est selon. C'est selon.